va reprendre un tout petit peu de distance par rapport aux détails vraiment très précis dans lesquels Alexandre est rentré. Pour moi, c'était d'ailleurs une manière de rafraîchir un peu ma mémoire sur ces sujets. J'étais en effet à la Banque de France jusqu'en 2019 où j'ai rejoint le FSB, ce Conseil de stabilité financière sur lequel je vais m'étendre pendant quelques secondes pour dire au moins ce qu'on fait et ce que c'est que cette instance. Alors, c'est une instance internationale qui émane du G20, qui a été créée à la suite de la crise financière de 2008. Elle a été établie, cette instance, sur un forum qui était le Forum de stabilité financière, qui était très consultatif à l'époque. Mais clairement, la crise de 2008 a démontré la nécessité d'avoir une coordination, une coopération au niveau international entre les autorités, entre nombre d'États membres, notamment du G20. Et donc, on retrouve autour de table les instances de régulation favorites que vous connaissez en France, évidemment l'AMF, la Banque de France, la CPR, y sont, et puis leurs homologues au niveau international, je dirais au niveau mondial. Comme je le disais à l'instant, c'est vraiment le G20 qui dicte l'agenda financier sur lequel le FSB est responsable et donc quelque part est comptable face au G20 et aux États membres du G20. On a un modus operandi en trois phases, je dirais, un peu classique pour une instance internationale et puis aussi pour une instance émanant de régulateurs. D'abord, c'est tout ce qui est analyse de vulnérabilité. Ensuite, c'est le développement de recommandations, d'approches type policy. Donc là, on va regarder tout ce qui est régulation, supervision, surveillance du système financier global et effectuer un certain nombre de recommandations. Et ensuite, vérification de l'implémentation auprès notamment des autres instances de développement de standards internationaux en matière financière, mais également des États membres, et puis même au-delà je dirais, du cercle, du tour de table du FSB, voir comment les réformes dans l'espace global financier se font, se mettent en œuvre. Si on peut mentionner un des éléments, par exemple BAL 3, BAL 3 a connu un certain nombre de développements, de négociations des textes à la fin des années 2000, début des années 2010, a été ensuite mis en œuvre et le suivi de cette mise en œuvre est fait au sein du FSB. Je vous invite à regarder le site web. Vous y verrez un certain nombre d'éléments que vous connaissez bien mieux que moi d'ailleurs sur des aspects de réglementation technique. Là, je vous ai fait une copie d'écran de la page qui est dédiée aux stablecoins et vous voyez qu'on parle aussi de sujets d'actualité en termes d'innovation. Le FSB s'y est mis depuis à peu près 2-3 ans maintenant, puisque très clairement, l'espace des services financiers est largement envahi par tout ce qui est technologique et l'innovation est extrêmement présente. On va parler d'ailleurs un petit peu de tout ça, des fintech, des big tech, également des paiements, dans le cadre des stablecoins. Alors, je vais essayer de rappeler un petit peu la genèse de l'intérêt qui a été porté par une telle instance internationale qui paraît un peu lointaine, je dirais, de nombre de préoccupations des acteurs de marché dans ce domaine-là. Mais très clairement, on est parti d'un constat. Le premier, c'est l'espèce de wake-up call, comme l'a mentionné d'ailleurs Olivier en introduction, de Facebook, avec tout simplement l'émergence d'une solution de paiement qui s'appelle stablecoins et qui semble réunir un certain nombre d'éléments assez probants, assez efficaces pour être adoptés par les utilisateurs finaux. Et donc les régulateurs ont regardé ça d'un peu plus près et ont essayé de comprendre d'où venait ce phénomène-là. Il faut très bien le comprendre. Il y a deux grandes tendances, deux grands phénomènes qui expliquent l'émergence de ce type de solution-là. C'est que déjà, on a des limitations depuis maintenant 2 décennies à peu près. On constate, et en tout cas sur la dernière décennie, les choses se sont accélérées, des limitations dans tout ce qui est paiement de détail transfrontalier. On le voit dans le déclin de la correspondance bancaire, c'est ce que vous voyez ici à gauche sur l'écran, avec moins de corridors qui permettent les échanges de transferts de fonds, et également moins de banques correspondantes ou d'établissements financiers correspondants, qui, pour tout un tas de raisons, on pourra le mentionner, mais évidemment la lutte contre le blanchiment, par exemple, les coûts, un certain nombre aussi de mesures sur le contrôle des capitaux dans les pays généralement bénéficiaires, ont entraîné ce déclin assez progressif, mais très marqué maintenant, depuis à peu près 4-5 ans.
Le deuxième élément que l'on constate, c'est évidemment la croissance pourtant majeure de tout ce qui est paiement transfrontalier. Et là, comme vous le voyez au milieu de l'écran, un des éléments, c'est le transfert de fonds qui concerne les migrants qui explose depuis une dizaine d'années là aussi. Donc ça, c'est une tendance très forte qui pourtant est contre-intuitive par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Et le dernier point, qui est un point de considération très fort pour les autorités de manière générale, mais qui explique aussi la venue de nouveaux acteurs, c'est évidemment les coûts. Et les coûts restent élevés, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, ils sont élevés. Ils sont très élevés avec les acteurs traditionnels type bancaire. Ils le sont avec les opérateurs spécialisés. Et ils le sont quand même beaucoup moins, mais ils le restent. Vous voyez ici à peu près 4% en 2018. Ça a très peu baissé depuis, avec l'émergence de fintech qui se sont spécialisés dans le domaine et qui utilisent les nouvelles technologies, notamment les plateformes numériques pour ce faire. Le deuxième point que l'on observe et qui appelle justement les régulateurs à se coordonner sur ces éléments-là, c'est l'émergence des big tech dans le monde des paiements et surtout leur potentiel d'adoption, on va dire, d'une grande surface d'offres de services de paiement pour les utilisateurs. Vous le savez, le marché des paiements est un marché biface, c'est-à-dire qu'on a du côté des commerçants, des entreprises, de l'autre on a des payeurs en tant que tels, et au milieu on va avoir un certain nombre de prestataires de services de paiement comme on dit d'ailleurs au sens européen du terme, d'acteurs des fois non bancaires qui sont présents, et on le voit, les grandes plateformes numériques entrent dans ce domaine-là de manière très forte, grâce à deux phénomènes très présents. Le premier, on le voit ici à gauche, c'est la présence d'utilisateurs qui se comptent en centaines de millions, en milliards. Donc on a un accès à la fois aux utilisateurs finaux comme vous et moi, mais également aux commerçants qui sont présents sur ces plateformes, qui est très aisé, beaucoup plus aisé peut-être que certaines plateformes ou certains acteurs traditionnels. En tout cas, la surface financière ou la surface d'accès à ces utilisateurs-là, est clairement facilitée par la présence d'effets de réseau de ces plateformes. Et c'est quelque chose que les acteurs traditionnels n'ont pas, ils sont beaucoup plus fragmentés par définition. Autre phénomène qu'on constate, c'est peut-être une pénétration encore un peu timide, notamment avec les données que l'on a sur les moyens de paiement mobile de ces acteurs de type Big Tech au sein des différents États que l'on a pu observer. Mais par exemple, la Chine est peut-être le contre-exemple de cette situation-là. On le sait avec des acteurs comme Alibaba chez eux, Tencent, qui ont des offres aujourd'hui de paiement qui sont très performantes d'une part et qui ont largement pris des parts de marché aux acteurs bancaires traditionnels. C'est un petit peu moins le cas. Ensuite, il faut analyser pays par pays. Je vous renvoie d'ailleurs aux données, ces slides-là seront partagés évidemment après la réunion, mais je vous renvoie à un certain nombre de données sur des études qui ont été conduites par des collègues ici à la Banque des règlements internationaux. Le troisième point, c'est quelque part la recherche par ces plateformes, là je ne vais pas trop m'étendre, mais de trouver des revenus adjacents à leur business qui est leur business premier, évidemment en ayant l'ensemble de ces utilisateurs sur leur plateforme, utilisateurs finaux, commerçants, ils ont cette capacité très importante de pouvoir garder le lien entre eux et surtout de générer des revenus dont une partie ne part pas, et n'est pas perdue aussi, mais ne part pas vers d'autres sociétés extérieures, notamment les grands réseaux internationaux de paiement par carte. Donc on voit là une recherche d'une part de nouveaux revenus et puis d'autre part le moyen d'économiser évidemment sur un certain nombre de frais qu'eux-mêmes sont obligés de générer dans cette équation de paiement. Alors, qu'a-t-on donc fait par rapport à tout ça? On s'est aperçu évidemment au niveau du FSB que ce domaine des paiements était en mutation assez forte. Ce wake-up call de Libra avec Facebook, maintenant Diem, a clairement entraîné au sein du G20 un appel tout simplement à analyser les conséquences possibles de l'émergence de ces stablecoins, c'est-à-dire de plutôt quelque chose qui s'apparente à un moyen de paiement ou à la capacité de créer une réserve de valeur, mais de manière globale. Et donc, quelles seraient les conséquences en matière de risque pour la stabilité financière
Et puis, quelque part, générer une réponse à ces risques, c'est-à-dire répondre à ce besoin que les régulateurs ont regardé en mettant en place, si possible, un certain nombre de principes et de recommandations pour mieux encadrer ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, vous avez vu sur une année, alors c'est un rythme qui est ce qu'il est. Au niveau international, c'est un rythme qui n'est pas trop mauvais, puisque entre 2019 et 2020, fin 2019 et fin 2020, nous avons réussi d'une part à regarder comment les choses se passaient auprès des autorités nationales, donc à effectuer ni plus ni moins qu'une enquête avec l'ensemble des régulateurs. Les régulateurs en France y ont participé, l'Europe, la Commission européenne y a participé aussi, pour voir comment ces stablecoins étaient considérés d'un point de vue juridique déjà, de voir quels étaient les risques qui étaient perçus par les différentes autorités et quelles seraient même potentiellement les pistes que l'on pourrait examiner plus avant, les pistes de recommandation globales. Très clairement, ce qui est sorti de ça, c'est la nécessité d'une coopération internationale très forte. Et ça, c'est l'objectif même du FSB, de ce Conseil de stabilité financière qui a été créé vraiment, comme je l'ai dit, à la suite de cette crise majeure de 2008. Et donc, coordination globale internationale, le FSB a potentiellement une valeur ajoutée ici avec l'ensemble des régulateurs, ce qui, on l'espère, a été le cas. Si on regarde de manière un petit peu plus détaillée comment on a essayé d'amener cette réflexion, déjà, il a fallu tenter de définir ce qu'étaient des stablecoins et ce que pouvaient être des global stablecoins, donc des stablecoins à importance systémique, donc qui ont cette capacité à devenir internationaux et à avoir cette grande surface, je dirais, d'impact sur les utilisateurs. On n'a pas réussi globalement à avoir une définition ultra précise de la capacité, je dirais, systémique des stablecoins. On a donné un certain nombre de critères. Les autorités n'ont pas pu se mettre totalement d'accord sur des critères fixes, mais sur un certain nombre d'idées qui pourraient servir à déterminer si les stablecoins deviennent globaux ou pas, systémiques ou pas. Je garderai peut-être le terme systémique dorénavant pour faciliter un petit peu la compréhension. C'est par exemple la taille du réseau qui peut avoir lieu. C'est la taille aussi des réserves qui sont utilisées pour ces stablecoins. Mais effectivement, on a réussi à se mettre d'accord et à s'entendre sur un certain nombre de points communs. Ça a été dit, les stablecoins, ce sont des cryptoactifs, qui sont liés d'une certaine manière à soit une monnaie ayant cours légal, ou un panier de monnaie, ou alors vers d'autres actifs. Ces autres actifs peuvent être d'autres cryptoactifs, évidemment, mais de manière plus traditionnelle, ces autres actifs sont adossés à la finance traditionnelle et peuvent être notamment des titres. Ça peut être des obligations d'État, des titres à maturité longue, en tout cas des titres qui servent à stabiliser quelque part la valeur de ce stablecoin. L'idée réellement, c'est d'avoir une réserve et cette réserve est utilisée pour avoir un mécanisme de stabilisation dans le temps. Ce qui en fait l'originalité, évidemment, c'est cette capacité d'utiliser les effets de réseau, également à utiliser des technologies qui sont décentralisées, plus ou moins décentralisées, qui peuvent être plus ou moins privées, plus ou moins publiques, selon le regard que l'on porte dessus, avec un certain nombre d'automatismes, on en a mentionné quelques-uns d'ailleurs tout à l'heure, et notamment dans les remarques. Le point qui est très fort quand même sur ces stablecoins, c'est qu'ils cherchent à obtenir, en tout cas ceux qui développent de tels projets, ils cherchent à obtenir une certaine légitimité. Et cette légitimité, elle est obtenue en s'adossant au système financier. Encore une fois, je le disais même dans la définition, mais il y a des liens très forts qui sont présents de fait de la présence de cette réserve qui repose sur des produits financiers traditionnels, et donc sur des acteurs financiers régulés, supervisés, surveillés de manière traditionnelle. Dans le nombre d'acteurs, évidemment, c'est non seulement le nombre d'acteurs, d'utilisateurs de ces stablecoins, mais c'est également le nombre d'intermédiaires. Le fait d'être dans une capacité forte technologique de décentraliser les liens, les communications entre l'ensemble de ces acteurs, ça entraîne aussi un nombre d'intermédiaires qui peut être conséquent. D'autant plus que si on n'a pas une tête de pont qui pilote l'ensemble, ce sera quelque chose évidemment d'assez difficile comme défi à relever. Alors on a cherché à identifier un certain nombre de fonctions qui peuvent être typiques, qui seraient généralement typiques d'un écosystème stablecoin. On en a identifié 4, vous les voyez là à l'écran. Une gouvernance,
Une gouvernance évidemment qui va d'abord et avant tout régler le système, c'est-à-dire lui donner un certain nombre de règles, le type de standards, le type de technologies qui sont utilisées, mais, et le plus intéressant pour nous, c'est évidemment toute la gestion de la réserve. Cette réserve qui, encore une fois de plus, sert à stabiliser le mécanisme même du stablecoin. Et là, la politique d'investissement, le type de relations, de contrats qui sont établis avec les banques, ou les acteurs plus traditionnels, en tout cas de services financiers, voire les dépositaires de titres, enfin, y compris même les dépositaires de titres, ça c'est un élément qui va être très important, très pertinent ici. Le deuxième poste, je dirais, de fonction, c'est tout ce qui concerne l'émission, le remboursement et évidemment la stabilisation aussi du stablecoin. Et donc là, on va avoir un ou des émetteurs. On va avoir la capacité de rembourser et donc vers qui on peut se tourner, vers quel type d'acteurs on doit pouvoir se tourner. Et puis le mécanisme lui-même de stabilisation, ça c'est un sous-ensemble, c'est-à-dire la gestion même de la réserve qui va être confiée là à des dépositaires des titres qui vont être concernés. Donc la réglementation autour de ça va être évidemment assez clé. Deux autres ensembles de fonctions ensuite, tout ce qui est fonction de transfert, donc là ça va être la validation des transactions, donc là des choses que l'on connaît notamment sur les technologies blockchain avec différentes technologies qui peuvent être utilisées pour ça, et le type d'acteur qui va fournir ce type de service-là. Et puis également toute infrastructure qui sera complémentaire. Encore une fois, on a essayé d'être assez générique. Évidemment, la précision est parfois souhaitable, mais elle demanderait à ce qu'on passe à côté d'un certain nombre de mécanismes qui seraient envisageables, qui seraient possibles. Donc, l'infrastructure en tant que telle, la manière dont elle est opérée et qui peut l'opérer, selon que l'on est dans un système plus ou moins privé, plus ou moins ouvert, avec ou sans permission, on a essayé aussi de généraliser cette approche-là et de donner un certain nombre de clés de réglementation autour de ça. Enfin, le dernier point, c'est l'interaction avec les utilisateurs. Cette interaction avec les utilisateurs, elle est de deux sortes. C'est évidemment tout ce qui est wallet, donc portefeuille électronique qui permettent de maintenir l'appartenance ou le lien avec ces stablecoins, donc typiquement des clés privées pour les gens qui sont plus dans la technique des cryptoactifs, mais ou toute autre forme qui dans le temps pourrait s'y ressembler, en tout cas s'y ramener. Et puis tout ce qui est plateforme d'échange, plateforme de trading évidemment, donc d'échange de fonds contre des stablecoins, d'échange de stablecoins vers d'autres cryptos, etc. Donc avec ces quatre fonctions-là, on a essayé d'avoir une analyse, je disais, c'est l'objectif du FSB et des régulateurs qui sont autour de table, d'avoir une analyse la plus commune possible des risques qui peuvent se poser par ces objets, ces nouveaux objets, par rapport à la stabilité financière. Alors déjà, le premier point, et c'est le point le plus important pour nous, c'est que il y a cette idée de seuil, même si nous n'avons pas pu déclencher, on va dire, des seuils de manière précise, on a donné ces critères indicatifs qui permettent de les déterminer. C'est la présence de seuils qui permettent de considérer ces stablecoins comme devenant systémiques et donc de réels moyens de paiement, d'une part, ou alors capables de créer de la réserve de valeur, ou en tout cas de constituer de la réserve de valeur. Et l'ensemble du spectre des risques a été analysé avec ces deux éléments vraiment en tête. Le point que l'on peut regarder en premier, par exemple, c'est celui de moyens de paiement. Si on a ces stablecoins qui deviennent des moyens de paiement, alors on rentre dans le champ de la concurrence, certes, mais tout simplement d'une alternative. Ça peut être d'ailleurs bénéfique pour l'ensemble du système, d'une alternative au système de paiement traditionnel. Et encore une fois, c'est probablement l'une des origines très fortes, notamment du discours et de la manière dont sont présentés ces stablecoins aujourd'hui. Donc on va avoir là des risques qui sont très connus, qui sont ceux des infrastructures de marché dans le domaine des paiements. Ça peut être des risques très techniques, très opérationnels, de cybersécurité et autres, mais aussi tous les risques qui peuvent être financiers, liés évidemment au clearing, au settlement, qui peuvent avoir lieu. On peut avoir des risques qui vont être associés beaucoup plus à l'existence de ces stablecoins comme réserve de valeur. Et là, évidemment, l'un des points qui est majeur ici, c'est de regarder si ces stablecoins ne peuvent pas constituer, à un moment ou à un autre, une alternative, voire une substitution à des monnaies nationales. Et ça, c'est un risque qui est absolument majeur parce que le contrôle de la monnaie, c'est aussi le contrôle de l'ensemble de l'économie. C'est ce qui permet d'avoir un certain nombre de flux financiers qui sont garantis par les États et qui permettent aux agents économiques d'être sur un pied d'égalité au sein d'un État.
Alors évidemment, là, quand on regarde un phénomène global qui a une capacité, je dirais, euh, d'émergence dans un certain nombre de pays via les moyens numériques actuels, on peut envisager ce risque. Et on peut voir ce risque-là comme donnant potentiellement un manque de souveraineté au niveau de la monnaie pour les États qui sont concernés. Donc le risque, c'est le suivant, c'est évidemment de voir ces stablecoins devenir une monnaie quasi nationale, ou en tout cas remplacer une monnaie nationale, sachant qu'il y a derrière ces stablecoins un certain nombre d'actifs, ils sont liés à ces actifs, ils sont garantis par ces actifs. On peut imaginer des phénomènes de basculement, et c'est ce qu'on voit ici avec le fameux wealth effect, qui est tout simplement la création de richesse ou la dévalorisation malheureusement des actifs. On peut avoir à la hausse ou à la baisse un certain nombre d'actifs qui verraient leur explosion grâce à l'usage de ces stablecoins, ou inversement. Et donc, parallèlement à ça, une monnaie nationale qui serait dévaluée, et donc des investissements qui sont effectués dans ces monnaies nationales qui seraient dévaluées, voire des marchés entièrement déstabilisés. Ça peut être des marchés, par exemple, de l'immobilier ou autres, qui pourraient être déstabilisés en effet de bord. Évidemment, ce sont des conditions extrêmes que l'on regarde, mais ces conditions extrêmes, une fois de plus, justifient l'intérêt de regarder ces choses-là de plus près. On peut avoir ces effets qui peuvent concerner les institutions financières traditionnelles. Par ce même effet de bord que je mentionnais à l'instant, on peut donc avoir des banques et la manière dont les banques aujourd'hui sont capitalisées, qui peuvent voir des défauts justement sur les actifs qui ne sont plus utilisés ou beaucoup moins utilisés pour venir quelque part les alimenter en fonds propres, et donc leur capacité d'investissement dans l'économie pourrait être mise à mal. Et puis, le corollaire de tout ça, c'est que ces stablecoins, alors ça peut être peut-être quelque chose de positif à ce moment-là pour ces établissements financiers, mais s'ils se mettent à émerger et à exister, comme la gestion des réserves va être confiée à des établissements qui sont réglementés, par définition, on peut imaginer là aussi qu'on peut avoir potentiellement une déstabilisation du système, surtout si les connexions entre, d'un côté, le réseau étendu d'usage, d'utilisation de stablecoins, et puis les dépositaires, par exemple, de titres, eh bien, on peut avoir un décalage, une déconnexion suffisamment forte qui fait que si un dépositaire fait faillite, ça peut aussi entraîner un certain nombre de conséquences, effet inverse cette fois-ci, sur l'utilisation du stablecoin et notamment dans des contrées lointaines, déstabiliser les utilisateurs. Donc on le voit, il y a un certain nombre de sujets de confiance dans le système, non seulement monétaire, mais même les systèmes de paiement tels qu'ils peuvent être utilisés, ou même tout ce qui est aujourd'hui épargne, qui peuvent être influencés par ces stablecoins-là. Donc très clairement, il y a vraiment cette problématique qui est de savoir comment gérer ces risques, non seulement au niveau national, mais au niveau international, et ceci plutôt de manière coordonnée, en coopération. Pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers points, et c'est l'un des points récurrents réellement de l'ensemble des régulateurs, c'est qu'on a affaire à quelque chose ici qui est transfrontalier par définition, cross-border, et qui aussi touche plusieurs secteurs. Alors, d'abord, sur le terrain du cross-border, donc du transfrontalier, on voit très clairement que si on a des positions différentes, des interprétations différentes des réglementations à utiliser, à mettre en œuvre, on peut avoir un arbitrage réglementaire qui peut être mis en œuvre. C'est un sujet qu'en Europe, que l'Europe connaît de manière très approfondie. D'ailleurs, c'est ce qui fait que la réglementation européenne, avec l'harmonisation maximale, notamment au niveau des directives, est particulièrement appréciée de l'ensemble des régulateurs et aussi des acteurs de marché, puisqu'elle permet d'éviter cette harmonisation, ces tentatives d'arbitrage réglementaire, en tout cas de l'amoindrir. Mais évidemment, au niveau mondial, on n'a pas exactement le même type de dispositif, donc c'est évidemment ce qu'on va rechercher ici, à éviter ces phénomènes d'arbitrage réglementaire. La deuxième préoccupation, c'est, et je le mentionnais avec cet effet de bord, par exemple, en cas de banqueroute imaginaire, hypothétique, d'un établissement bancaire qui serait dépositaire de titres de stablecoin, mais le fait qu'on puisse avoir des effets de contagion assez forts si on a une crise dans l'un des acteurs ou de manière ou auprès d'une entité finalement assez importante de l'écosystème stablecoin sous considération. L'autre point, c'est ce sujet cross-secteur, le fait que on n'a pas affaire ici à quelque chose
qui concerne simplement, par exemple, la stabilité financière avec tous ces phénomènes macro et micro-financiers que je mentionnais un peu avant, mais on va avoir aussi des effets qui vont concerner, ben, par exemple, tout ce qui est protection du consommateur, protection de l'investisseur, et qui vont être plutôt du côté des autorités de marché. Mais données privées, la gestion des données qui peuvent avoir lieu notamment sur ces systèmes et qui peuvent partir un petit peu partout du fait de l'utilisation de plateformes qui sont globales. Quid des sujets de concurrence qui peuvent être évidemment très importants, non seulement entre projets stablecoins, mais également avec les acteurs traditionnels. Les acteurs traditionnels qui vont être plus souvent régionaux, peut-être des fois nationaux, régionaux, mais en tout cas pas forcément mondiaux, à part quelques-uns. Donc ces sujets évidemment de concurrence sont très forts. Tout ce qui est intégrité de marché, là aussi, alors les autorités de marché s'en occupent, mais on le voit bien, on a cette nécessité d'aller voir en détail comment ces choses-là peuvent s'appliquer de manière assez cohérente d'un État à l'autre et d'une région à l'autre. Je ne mentionnerai pas réellement tout ce qui est politique monétaire, même si finalement j'en ai parlé dans les risques. La politique monétaire relève évidemment des banques centrales, des États, mais elle est sous-jacente, cette problématique. Et c'est bien pour ça qu'on le voit et qu'on l'a vu. On a aujourd'hui à peu près 80% des banques centrales qui regardent de près tout ce qui est monnaie digitale de banque centrale. C'est aussi probablement un autre des wake-up calls que le projet en question, Libra Diem, a entraîné sur le marché. C'est clairement la volonté des banques centrales d'aller vers le numérique aussi dans la gestion de leur monnaie, en tout cas d'examiner le point de manière plus forte. Un des points centraux là-dessus, et on l'entendait dans la présentation précédente sur le sujet de réglementation des cryptoactifs, c'est que tout ce qui est lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est absolument majeur, et très clairement les régulateurs, les autorités aujourd'hui regardent ce sujet-là comme étant le sujet principal absolument à regarder de près. Euh, et dans cette optique-là, ce que nous avons essayé de faire, ce que le FSB et ses membres ont décidé de faire, c'est d'émettre des recommandations. Alors, des recommandations qui, par définition, étant transnationales, étant du niveau du G20, s'adressent à l'ensemble des autorités, ne peuvent pas être d'une précision totale, mais en tout cas édictent un certain nombre de principes afin que ces principes soient vraiment implémentés de la manière la plus vaste par l'ensemble des autorités, si possible du G20 et au-delà. Hein, c'est vraiment aussi l'idée ici. La plupart de ces recommandations sont adressées aux autorités, pour certaines, pardon, aux autorités de marché. Elles sont connues, ces recommandations, elles sont assez fortes. C'est par exemple d'avoir les outils réglementaires, le corpus légal, juridique qui permet aux autorités de s'adapter à ces nouvelles entités et ces nouveaux porteurs de projets qui amènent les stablecoins sur le marché. C'est aussi d'avoir cette vision vraiment transversale de régulation, de supervision, de surveillance et d'exigence dans ces domaines-là, qui soit d'abord sur une approche fonctionnelle, plus qu'une approche par entité, et qui soit proportionnée au risque. Alors évidemment, on le voit, ceci, dans nombre de frameworks, de corpus réglementaires au niveau international et même au niveau national depuis quelques années. Cette idée de même activité, même risque, même règle, ça reste quelque chose d'important à mettre en œuvre parce qu'on le voit, on va sur de plus en plus de systèmes qui vont être décentralisés où on a du mal à pointer le doigt vers l'entité qui est responsable de la mise en œuvre de ce système. C'est un certain nombre de questions, on le voyait tout à l'heure, montrées sur tout ce qui est decentralized finance euh, et qui posent cette question-là de manière forte. On le pense, il y a toujours à un moment une entité qui agit, qui a une forme de responsabilité, mais encore une fois, pour rendre ces choses pérennes, il faut aller vraiment sur une approche fonctionnelle. Et puis le point central dont le FSB évidemment tient à regarder de près et à maintenir dans le temps, parce qu'il est absolument primordial ici, c'est tout ce qui est coopération cross-border et notamment aussi cross-secteur, afin que les autorités se mettent, je dirais, en ordre de marche, d'être en coopération pour la réglementation, la régulation et la supervision de ces nouvelles entités et en tout cas de ces nouveaux objets. C'est quelque chose qui existe. Ça existe, la surveillance coopérative, la supervision collégiale, ça existe avec justement la mise en place de collèges au niveau international sur des infrastructures de marché qui sont critiques.
Et on voit les régulateurs se mettre d'accord sur cette manière de surveiller ces acteurs-là. Ici, l'appel est encore plus fort, mais peut-être que le défi est supplémentaire parce que si on a aujourd'hui des plateformes relativement centralisées, hein, puisque si on fait le lien entre Big Tech et stablecoins, on voit bien, on va avoir des têtes de pont à chaque fois. Peut-être que demain, ces choses-là seront beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Et puis les autres recommandations concernent beaucoup plus les porteurs même de projets. Et là, on est sur des choses qui sont relativement connues. J'aimerais garder un peu de temps pour peut-être les questions et l'interaction. Donc, ce sont des choses assez classiques. Et on voit bien tout ce qui est gouvernance, gestion de risque, gestion des données sont des éléments évidemment très importants. La capacité de résolution aujourd'hui, puisqu'on a évidemment la gestion d'une réserve et donc d'actifs qui sont derrière. On voit bien que là, on a des soucis de liquidité, de facilité de crédit également qui peuvent être associés. Donc la nécessité d'avoir quelque chose de robuste derrière est absolument primordiale. Tout ce qui est plus dans la communication, information aux utilisateurs, aux acteurs de marché, ça passe par exemple, en Europe, ce serait des adaptations autour de directives prospectus ou autres. Hein, c'est un exemple, par exemple, parmi d'autres. Euh, tout ce qui est remboursement, les droits au remboursement ou au rachat, ça dépend comment on considère les choses, mais que les choses soient claires. On l'a vu, certaines autorités vont un peu plus loin que ce qui est mentionné aujourd'hui dans les recommandations du FSB en demandant à ce que, quand on a des stablecoins qui se comportent comme des systèmes de paiement, eh bien, on est réellement, dans le cas évidemment hein, où ils reposent sur une seule et unique monnaie, qu'on ait réellement cette capacité de remboursement, un peu comme pour la monnaie électronique. On mentionnait tout à l'heure Mika. Mika et ses e-money tokens, c'est exactement cette réponse beaucoup plus précise qui est de considérer quasiment les stablecoins comme étant des objets très proches de la monnaie électronique. Et enfin, dernier point, mais très important, est-il d'ailleurs mis en œuvre, il faudra le vérifier de manière beaucoup plus précise, c'est le fait que les autorités se sont mises d'accord pour qu'il n'y ait pas de stablecoins d'ampleur, en tout cas, qui soit opérationnel avant que l'ensemble des questions réglementaires de supervision également et de surveillance soient réglées. Et donc là, on le voit bien, peut-être qu'on peut avoir des expérimentations ou même des produits live, évidemment, et ça existe déjà aujourd'hui dans certaines régions du monde, mais si la vision systémique entre en jeu, alors à ce moment-là, on aura clairement ici des régulateurs qui vont avoir un certain nombre d'actions, en tout cas, ils l'ont indiqué, vis-à-vis de ces porteurs de projets. Je terminerai rapidement sur ce qu'il est prévu maintenant au niveau du G20. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que vous voyez ici à l'écran, mais en réponse à ces problèmes que l'on identifiait tout au départ sur les limitations aujourd'hui de ces paiements transfrontaliers, eh bien, le G20, le FSB est venu avec une roadmap, avec un plan sur 5 ans pour essayer et pour en fait même le faire très clairement, parce qu'il y a eu de la part des leaders du G20 un réel engagement à se faire, eh bien qu'il y ait demain une amélioration à la fois technique, opérationnelle, mais aussi sur l'ensemble des corpus réglementaires de régulation, de supervision, pour faire que les coûts, la vitesse, la transparence, l'accès au paiement soient rendus plus efficaces pour les utilisateurs finaux, mais également pour les prestataires de services qui sont au milieu. Et là, on voit bien que la tâche est d'ampleur. Le sujet stablecoin est un des sujets que l'on voit ici à gauche, plus exploratoire auprès également de la banque, enfin des CBDC, hein, donc de tout ce qui est de la monnaie digitale de banque centrale, voire même de nouvelles plateformes multilatérales. Et sur l'année qui vient, il s'agira pour nous déjà de dire ce qui se passe, si effectivement ces recommandations haut niveau, eh bien, quels sont les défis auxquels sont confrontées les autorités nationales lorsqu'ils les implémentent. Et puis on aura en 2022 et en 2023 un retour d'expérience et une adaptation, si besoin est, de l'ensemble de ces recommandations. Voilà pour une présentation, je l'espère, rapide, ça c'est pas sûr, mais en tout cas assez Merci. complète sur ce point-là. Merci beaucoup, Alexandre. Peut-être de la place quand même pour une question, même si on est déjà un petit peu limite au niveau timing. Donc, on dit une question et puis la suite sur le chat éventuellement. Moi, j'avais une question d'ordre très général et c'est peut-être plus pour le régulateur, mais on voit dans MiCA que
contrairement aux autres produits où on va être sur une approche de où est incorporé l'émetteur et on va aller chercher l'émetteur, sur les stablecoins, on est sur une approche plus extraterritoriale. Donc, si c'est de l'euro qui est émis, alors même que l'émetteur est ailleurs, n'est pas en Europe, il va quand même tomber sous MiCA. La première question, c'est comment on imagine réglementer, enfin aller chercher cet émetteur qui ne serait pas en Europe d'une manière un peu plus pragmatique et surtout si le pays d'incorporation de l'émetteur, par exemple Brésil, États-Unis, a une loi qui est différente en fait de MiCA, mais qui elle dit nous on va réglementer l'émetteur là où il est incorporé. Comment on ferait par rapport au conflit de loi, comment ça se ferait en fait, comment ça s'organiserait? Alors, c'est vraiment tout l'objet de cet exercice que l'on a commencé il y a 1 an et demi, c'est de faire en sorte que exactement ça, on ait une réponse opérationnelle possible. Et la réponse, c'est la suivante. Elle existe aujourd'hui dans les infrastructures de marché. Vous avez des infrastructures de type LCH, par exemple, hein, qui sont là pour faire, par exemple, des transactions foreign exchange. Ils sont surveillés et réglementés de manière collégiale. Donc, vous allez avoir l'ensemble des régulateurs qui sont concernés par le sujet, qui vont se mettre autour de la table et qui vont décider de regarder quelles sont les exigences réglementaires qui soient cohérentes entre justement les différentes parties prenantes. Donc voilà comment les choses fonctionnent. C'est ça le sens de la coopération, de la coordination dont je parlais tout à l'heure, et de la mise en place de collèges d'accords entre les différents acteurs. Je prends un exemple très concret, un autre exemple beaucoup plus direct, c'est Diem, donc Libra. Libra aujourd'hui a fait une demande pour une licence de système de paiement avec les autorités suisses, avec FINMA, le superviseur suisse. Le superviseur suisse a mis en œuvre un collège où on a un ensemble d'autorités nationales autour de table. Alors, je ne peux pas révéler qui, puisque ça reste confidentiel, mais l'ensemble des autorités nationales concernées, en tout cas, sont là. Et on a non pas un exercice qui est purement et simplement exécuté par FINMA, régulateur suisse, là où l'application pour une demande de licence a été présentée, mais on a vraiment quelque chose qui reste cohérent, en tout cas, dans l'objectif au sein des régulateurs.